Bien le bonjour à tous, excellent réveil, excellente matinée, excellent week-end surtout. C'est le retour de la matinale week-end avec l'ensemble de l'équipe et nous sommes heureux de vous retrouver comme tous les vendredis, samedis et dimanches. Et aujourd'hui, en ces retrouvailles, en ce vendredi 19 octobre, avec nous ce matin un panel d'invités, plusieurs invités venant de plusieurs mondes complètement différents, de plusieurs univers complètement différents, venus parler de tourisme, venus parler de santé. Et ça tombe très bien, on va commencer avec la santé. Fethi Benachnou, il sera là avec Lamia Mouhoubi, qui est cancérologue au sein d'un établissement hospitalier, voilà, de Borj Mnaïl. Et ce matin, on va parler de la gynécomastie. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, en tout cas, ce sera l'occasion de le découvrir. Aussi, santé toujours, avec la journée mondiale de la santé mentale, avec Dr Hakima Souki. Elle est professeure en psychiatrie. Elle sera avec nous ce matin sur le plateau. Et puis on enchaînera avec l'autre événement de la semaine. Depuis le 17 octobre déjà, c'est lancé le fameux Salon international du tourisme et des voyages dans sa 19e édition, donc l'édition 2018 du CITEV. On en parle ce matin avec plusieurs invités, notamment Khadija Ben Messoud qui participe au CITEV, la 19e édition donc du Salon du tourisme et des voyages. Elle ne sera pas seule, elle sera avec Flora Boumia, elle est représentante de l'Institut du monde arabe et directrice de l'agence culturelle et touristique Le Rayonnement des Deux Rives. On va parler de la promotion de la destination Algérie. Saleha Hadjilani, elle aussi, elle sera avec nous. Elle est auteure de guides, notamment Algérie du Petit Futé, le guide de l'Algérie du Petit Futé, voilà, j'y arrive. Et d'ailleurs, ce matin, on va revenir sur la sortie du nouveau guide, celui d'Oran en particulier. Et puis, on fera une dernière escale touristique, là, cette fois-ci encore. Mais, alors, touristique, oui et non, parce que ça se passe au même lieu, pratiquement. C'est au niveau de la SAFEX, les Pins Maritimes, où se déroule ce 19e CITEV. Mais c'est un tout autre salon. Il s'agit de Sam Expo, le salon du meuble et de l'aménagement et de la décoration. Alors, on en parlera ce matin avec Sofiane Gouasmi, il est fondateur de l'application Keina. Alors il participe au Sam Expo, le premier salon algérien de l'ameublement. On en parlera avec lui d'ailleurs, on reviendra sur l'application elle-même et puis on parlera du salon. Bah oui, le Sam Expo. Allez-y, hein, allez-y, ça continue tout au long de ce week-end. C'est à découvrir absolument. Alors bienvenue sur Canal, bienvenue chez vous, n'hésitez pas à nous écrire. Bah, vous connaissez les pages de Canal et de Bonjour d'Algérie sur Facebook. Sinon, vous avez Twitter, Instagram et Facebook, @MahrezRabia. Bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale et bienvenue surtout tout de suite à Félix Elcher pour la météo. Suivez l'air du temps avec Mobilis. La météo de ce vendredi et de ce week-end sur Canal ce matin, c'est avec vous Félix Elcher, bonjour. Bonjour à vous Mahrez, merci à vous et merci aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, très heureuse de vous retrouver. Eh bien aujourd'hui la tendance sera à l'amélioration. On notera tout de même des passages nuageux qui restent assez denses. En début de matinée, ils donneront quelques faibles pluies suivies d'une nette amélioration à partir de l'après-midi. Au centre, après dissipation de brume, des nuages bas, le soleil s'imposera largement. À l'est, alternance d'éclaircies de passages nuageux. Les éclaircies, elles reviennent en force au courant de cette journée à l'est. Sur la partie sud, eh bien, on notera un temps dégagé pratiquement partout, à signaler quelques nuages de type moyen élevé qui couvrent actuellement l'extrême sud, le Hogar, le Tassi, le Sahara oriental. Ces nuages seront sans conséquence. On notera aussi quelques soulèvements de sable au sud de la Sahara. Sans plus tarder, on passe aux températures prévues pour cet après-midi. Eh bien, elles vont être de saison, elles baissent. Et on attend 22 à Alger, il fera 22 aussi à Tizi Ouzou, Rélisel, là où il y a de Chlef, un minimum de 18 degrés. Cette fois-ci pour Betna et Tlemcen, 19 à Albayet, 20 à Oran, 23 à Annabas Kikda. En allant vers le sud, on relèvera des températures très agréables avec 28 degrés à Béchar, à Tindouf, 27 à Gardaya, 37 à Edizi, entre 33 et 34 au Sahara central, 30 à Hassim Saoud et enfin un maximum de 39 degrés pour l'extrême sud. Aujourd'hui, à présent place
ce matin au continent européen. Eh bien aujourd'hui, le temps sera couvert et les nuages restent assez denses en Europe. Le soleil sera présent vers le centre, plus précisément à Paris, à Bordeaux, à Marseille. C'est une belle journée qui s'annonce vers ces villes. À noter aussi un temps voilé à Dublin, à Londres, grand soleil pour Athènes et Rome. Côté température, 24 à Marseille, 23 Paris, 25 à Bordeaux, 18 à Madrid, 23 à Lisbonne, un minimum de 11 degrés pour Copenhague, 14 Berlin, Dublin, 16 Prague, Varsovie, Londres et enfin 20 degrés sous un ciel souvent voilé à Budapest. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h08. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 w.meteoalgerie.dz. Je vous remercie pour votre attention. Passez d'agréables moments avec vous, Mahrez. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps. La météo vous a été présentée par Mobilis. Et effectivement, à tout à l'heure, Félix Chéran, on se retrouvera à partir de midi, juste après le journal, pour la météo de ce vendredi. Retour du froid peut-être, en tout cas on y reviendra, vous aurez plus de détails, sinon vous allez sur notre page. Mais nous, ce qu'on va faire sans plus tarder, c'est qu'on va parler de tourisme en ouverture de cette émission. Dans quelques instants, Khadija Ben Messoud avec Flora Boumia, toutes les deux vont nous parler de la promotion de la destination Algérie. Elles sont présentes à l'occasion du CITEM, mais pas que, elles sont présentes aussi et de manière récurrente avec des touristes venant de l'étranger pour leur faire découvrir le pays. Mais ça, on se retrouve juste après ce reportage de Saïda Mayouf sur un gros plan sur le CITEF. La 19e édition du Salon international du tourisme et des voyages, CITEV, apporte cette année des nouveautés en matière de participation, mais également de période d'organisation de l'événement. Une évolution par rapport à l'édition précédente qui est d'un taux de 50% de plus. Donc on est passé de 206 participants l'année passée à 308 cette année, avec bien sûr la participation de 124 opérateurs étrangers. On a choisi donc de décaler l'organisation de cette édition du mois de mai vers le début du mois d'octobre pour donner un peu plus de possibilités aux acteurs et aux opérateurs du tourisme nationaux pour la promotion d'un produit touristique important pour nous qui est le produit touristique saharien. Le tourisme saharien, dont la saison demeure la plus longue durant l'année, une opportunité ainsi pour promouvoir ce produit touristique, véritable locomotive du tourisme algérien. Ce salon est une grande opportunité pour nous pour faire valoir nos us et coutumes dans le désert et auxquels nous tenons toujours énormément. Il y a des gravures rupestres, des guiltas, des cascades, il y a plein de choses à voir. Il y a plein de choses à voir. Donc l'agence de voyage, elle organise des circuits, donc des circuits de 3 jours, d'une semaine, de 15 jours et de 21 jours. Donc c'est les nuitées, c'est à la Belle Étoile, donc c'est des bivouacs. En ce moment même, où je vous parle, on a un groupe de 17 personnes, dont 8 étrangers, dont 8 Français exactement. Justement qui sont en circuit, ils sont carrément dans le sud. Donc c'est le dépaysement total. Nous avons même dans notre participation aujourd'hui, nous proposons un circuit touristique de la vallée de Mzab, qui est du côté les 4 villes de Gherdaya, la vallée du Mzab, Sebseb, Mteli. Donc c'est très intéressant, surtout que maintenant c'est la meilleure période pour le tourisme du sud. Telle manifestation qui est programmée au mois d'octobre, c'est beaucoup plus pour la relance du tourisme saharien qui a toujours fait le bonheur de l'Algérie. Et là, ça a un peu délaissé, mais maintenant, avec la volonté politique des pouvoirs publics, ils sont en train de tout faire pour la relance du tourisme sahérien. Comme on n'a rien à inventer, on a le meilleur désert du monde. Donc on a une grande partie du marché international à récupérer. Pour les opérateurs étrangers représentant 13 pays, ce salon constitue l'espace idoine pour établir des contacts directs et échanger les expériences. L'Algérie est un beau pays avec son vaste désert et ses plages paradisiaques. Les régions du Golfe aimeront sûrement ce pays. On planifie d'ailleurs des sites touristiques dans ce sens.
Le CITEV met donc en exergue les capacités touristiques nationales et les produits qualitatifs et concurrentiels pour promouvoir la destination Algérie. Voilà, promotion de la destination Algérie, on va en parler d'ailleurs avec des acteurs du secteur, des actrices du secteur. Je ne sais pas si on le dit dans le domaine économique ou pas. En tout cas, ce matin avec nous, Khadija Belmessaoud, bienvenue à vous. Alors vous prenez part au CITEV, même si vous prenez part en tant que... Vous le visitez, vous le connaissez, vous renforcez votre réseau, vous renforcez vos partenaires. Alors vous êtes à la tête d'une agence de voyage, une agence nommée Itinérance, et on en parle ce matin avec vous, si vous le permettez. Flora Boumia, bonjour à vous. Alors vous représentez l'Institut du monde arabe, vous êtes organisatrice d'événements culturels et touristiques. Vous avez une agence qui s'appelle Deux Rives Rayonnement, si je ne me trompe pas. Rayonne. Les Deux Rives rayonnent. Ah ouais, c'est bien. Bienvenue à vous. Merci. Très bien. On vous préfère avec le sourire, hein. Je vous le dis dès maintenant, comme ça ouvre le bal directement. Alors du coup, ce matin, Flora Boumia, Khadija Belmessaoud, on va parler d'abord du CITEV et puis on reviendra sur le parcours de chacune, si vous le permettez. Avez-vous assisté à l'ouverture? Avez-vous fait un tour au CITEV, j'imagine, Madame Khadija Belmessaoud? Oui, complètement. Alors, je suis venue à l'occasion du CITEV. Je viens de participer à un éduc-tour qui a eu donc lieu pour le CITEV. J'accompagne un groupe de tour opérateurs étrangers, dont Voyageurs du Monde, un des plus grands tour opérateurs. Donc, on a fait un grand tour dans le sud algérien. D'accord. De l'autre côté, Flora Boumia, vous êtes plutôt en escale à Alger. Vous avez organisé un voyage pour un certain nombre de touristes venant de France, principalement. Alors, des touristes très proches de l'Institut du monde arabe, d'ailleurs que vous représentez d'une certaine manière aussi, des touristes que vous avez détournés d'autres destinations et que vous avez réussi à convaincre pour les ramener en Algérie. Alors, je suis membre de la Société des Amis de Lima, de l'Institut du monde arabe, qu'on appelle donc la Société des Amis de Lima. Cette association, qui est donc basée à l'Institut du monde arabe à Paris, dont l'Algérie est membre, organise chaque année un voyage dans un pays arabe. En tant qu'Algérienne, vous pensez bien que j'avais à cœur que les membres de l'Institut du monde arabe puissent connaître aussi mon pays. Nous sommes allés en Iran, nous sommes allés au Maroc, pourquoi pas l'Algérie. Donc ce voyage a été décidé à la suite d'une superbe exposition qui a eu lieu il y a 2 ans, donc l'année passée, qui s'appelait Sortilège donc, de Biskra, mais une exposition qui a eu un succès monstre. Et à partir de là, j'ai demandé donc à la Société des Amis de Lima d'inscrire un voyage en Algérie. Nous avons pu le faire ce mois d'octobre. Nous avions pensé que la fête de la date à Biskra serait le point de départ. Oui. Et ça nous a permis de faire ce beau circuit, Paris-Biskra, les Aurès, Batna, les balcons du Roufi, continuer ensuite sur Alger, la capitale. Tout cela a pris 10 jours avec 30 personnes, membres de l'Institut du monde arabe, de la Société des Amis de Lima. Alors ce circuit est fini ? Ce circuit s'est terminé. Oui. Tout le monde est parti. Je suis la seule à être restée pour terminer quelques petites démarches et remerciements. Et je pars dans quelques heures, là. Vous repartez dans quelques heures. Alors d'abord, comment étaient les réactions de vos invités et des personnes qui ont bénéficié ou qui ont souhaité venir en Algérie? Quelle a été leur première réaction en arrivant ici, à travers les différentes escales, hein, parce que vous n'avez pas fait que la capitale. Je vais être franche avec ceux qui nous voient aujourd'hui. Quand on parle de la destination Algérie en France, je parle généralement, je ne parle pas des membres de l'Institut du monde arabe, puisque l'Institut est là pour apporter une connaissance du monde arabe et développer donc des relations culturelles, artistiques et autres. En général, quand je parle d'un voyage en Algérie, j'ai toujours des réactions « Ah non, c'est un pays obscur, on ne sait pas comment ça fonctionne, on a peur ». À partir du moment où nous réussissons à les amener en Algérie, je peux vous assurer que c'est un plaisir, c'est une joie. Même s'il y a des petits couacs, même s'il y a des engagements qui ne sont pas totalement remplis, je peux vous assurer que la gentillesse des gens a beaucoup marqué
les membres de la Saïma, la disponibilité du chauffeur, du restaurateur, du serveur, de n'importe quelle personne qu'on rencontre dans la rue qui vous prend par la main et qui vous dit « je peux vous montrer ceci, je peux vous… » sans aucune contrepartie. Ça les a beaucoup étonnés. Nous avons eu des rencontres, par exemple, au Centre culturel français. Le directeur du Centre culturel français leur disait « je n'ai aucune comparaison d'autant de gentillesse et de beauté que ce que je trouve ici en Algérie. » Donc vraiment, je veux dire, à 99%, ils ont été ravis de la beauté des paysages, de la beauté des Algériens dans leur esprit, dans leur cœur. Les 1%, c'est la cherté du voyage? Ce n'est pas la cherté du voyage, non. Le 1%, ça a été quelques couacs dans ce qui était engagement de certaines structures qui malheureusement n'ont pas été là, je ne sais pas pourquoi. Des structures du secteur du tourisme ou des structures dans le secteur de la culture et du tourisme. C'est notre voyage était à but culturel et touristique. Nous allions les deux. C'est notre but. Mais nous avons fait des rencontres merveilleuses puisque notre but était de rencontrer des personnes de la société civile. Vous le verrez, nous sommes à Notre-Dame d'Afrique, par exemple, sur cette… je ne sais pas si on voit cette photo à l'écran. Mettez-la et puis on elle est là, voilà. Vous avez là une rencontre à Notre-Dame d'Afrique, par exemple. Le groupe est là avec le Père Guy. L'archevêque d'Alger, le Paul Desfarges, est venu parler du dialogue islamo-chrétien en Algérie, montrer qu'en Algérie, nous pouvons, entre musulmans et chrétiens, être en paix. Là, ce sont des paysages des Aurès, vous les reconnaissez. Là, c'est le pont d'El-Kantara. On va arriver sur la poterie là, de Mchounesh, avec des artisans merveilleux qui sont jeunes. C'est donc une belle relève pour l'Algérie et un encouragement. Vous voyez qu'à Alger, nous sommes allés dans un restaurant Les Talons où il y a une ambiance jazz et blues et les membres qui sont tous français ont dansé avec des clients de ce restaurant. Ils ont dansé comme on danse partout dans le monde, ce qui prouve qu'en Algérie, on peut avoir aussi des plaisirs et que tout n'est pas interdit, comme semblent beaucoup de gens le croire. Nous sommes à Timgad, nous sommes au refuge de la Caïna, le village rouge, avec des guides merveilleux et disponibles. Une visite d'une unité de dates à Biskra. Donc nous sommes tous habillés. Le rush pour acheter des dates, je peux vous dire que là, à Biskra, ils ont fait des affaires. Bon, il n'y a plus d'autres. Et là, ce sont des petits mots que m'ont renvoyé des personnes pour montrer leur plaisir et même dire ce qui n'allait pas. Hein. Je n'ai pas censuré leur message. Voilà. Vous pensez à développer un peu plus cette destination, à développer un peu plus l'offre Algérie? Alors, je continue, pour un café littéraire à Biskra qui est très important, puisque la Société des Amis de Lima a un prix de l'art contemporain pour la création émergente. Il faut avoir moins de 40 ans. Et donc, nous avons pu, lors de ce café littéraire, en parler pour que l'on puisse, que les jeunes artistes algériens puissent collaborer, puissent faire ce concours annuel qui est un prix quand même très intéressant avec 3 mois de résidence dans la Cité internationale des arts de Paris et aussi une somme de près de 3 200 € pour le lauréat ou la lauréate donc, de ce concours. Alors développer, je l'espère, mais je me permettrai de demander aux autorités culturelles et touristiques d'avoir peut-être un peu plus de visibilité, d'avoir un peu plus de communication, sans vouloir donner aucune leçon, mais je veux dire que ces petits manquements sont difficiles. La formation des guides, je pense qu'elle est urgente et importante. Je pense qu'il faut les référencer, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une formation complète de guides. Il y en a de très bons, on en a rencontré d'excellents, des encyclopédies ambulantes, comme on en a rencontré d'autres qui, voilà, nous ont déçus. Donc je vais pas. On imagine bien. Voilà. Mais sincèrement, je crois que
les 30 membres sont partis plus que ravis. Là, vous avez un dîner donc à la Casbah, dans une maison de la Casbah, et ça, c'est quelque chose de très important à développer aussi. Voilà, on rappelle que votre agence s'appelle Deux Rives Rayonnent. Les Deux Rives Rayonnent, c'est ça, hein, il faut mettre un LES au départ. Oui, les Deux Rives. J'ai voulu, je suis algérienne, j'ai grandi en France, je vis en France. Et pour moi, mes deux amours, l'Algérie, j'ai deux amours, comme disait la grande chanteuse Joséphine, l'Algérie et la France. Donc j'ai envie que tous les deux soient toujours unis. Malgré cette guerre, mais il y a eu aussi la guerre entre... Après si vous parlez si vous parlez de la guerre des médias ou vous parlez de la guerre de certains politiques, ça c'est pas un débat qui nous intéresse ici en Algérie. On va le laisser franco-français pour ceux qui vont parler d'intégration ou autre. Mais entre les deux, les relations semblent être bonnes pour l'instant. Maintenant, parlons vous êtes là pour le tourisme, vous êtes là pour la même raison que Madame est là aujourd'hui, c'est qu'on parle du CITEV, et qui dit CITEV, c'est qu'on parle de comment relancer la destination Algérie. Beaucoup d'experts qui parlent, et ça je vais m'adresser à vous dans quelques instants, Madame Khadija Ben Messoud, sur la relance du tourisme interne, c'est-à-dire le tourisme local et le tourisme déjà, oui, en intramuros, c'est-à-dire les Algériens qui vont visiter leur propre pays qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il y a eu souvent le débat sur l'arrivée des internationaux, mais en fin de compte, on s'est rendu compte aussi du potentiel d'un tourisme local qui serait plus que bénéfique aussi pour une économie et pour faire tourner l'économie. Maintenant, pour vous, qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour développer un peu plus la destination, vous qui êtes de l'autre côté de la Méditerranée ? Tout simplement. Vous qui êtes une force dont on a besoin aujourd'hui en Algérie, parce que vous faites partie de ces personnes qui fédèrent autour de l'image Algérie. Alors, je vais vous dire ce que j'ai déjà dit par écrit à nos institutions. J'ai dit, nous sommes des personnes qui souhaitons apporter au développement du tourisme en Algérie nos compétences, notre relationnel. Ouais. Mais nous avons besoin ici que les autorités, que la bureaucratie n'existe plus, parce que vraiment c'est très difficile. Il m'a fallu quand même de février à octobre, c'est quand même trop long pour un voyage. Pour organiser un voyage pour 30 personnes, c'est dérisoire, 30 personnes, vraiment. Mais c'est trop lourd au niveau administratif. Il y a des escortes, il faut des tas d'autorisations. Je pense que l'Algérie est un pays sécuritaire. On l'a vu lors de ce circuit. Nous n'avions pas d'escorte et tout s'est très bien passé. Et les gens sont accueillants, les Algériens sont accueillants. Donc, essayons ensemble, autorités et personnes d'agence ou de structure, d'être en collaboration, d'être en transparence et de synchroniser nos efforts. Mais l'Algérie aujourd'hui, je parle des autorités touristiques et culturelles, ont besoin d'être en synchronisation et ont besoin aussi de former des équipes. Merci pour votre intervention, Flora Boumia. Revenons à vous, Khadija Ben Messoud. Parlez-nous un peu d'Itinérance. C'est votre agence ? Oui, alors moi j'ai créé Itinérance il y a 18 ans. À Tamanrasset, donc j'étais parmi les seules femmes de l'Algérie, du secteur, à organiser des voyages comme ça d'aventure dans le désert. Je suis native de Tamanrasset et c'était très bien parce que j'avais commencé dans les années 2000 et puis je me suis déplacée beaucoup à l'étranger. Au fait, moi aussi je suis un petit peu entre les deux rives et j'essaye de faire une jonction entre les deux pays. Et puis, on a réussi avec certains tour opérateurs à lancer le tourisme. Donc, en mettant en place des vols directs charter de Paris à Tamanrasset, de Lyon, de Marseille à Tamanrasset. Ça a duré plusieurs années avant que les choses s'arrêtent subitement. Donc, on a continué quand même à travailler, à faire des choses. Et il y a eu une grande coupure qui nous a un petit peu retardé. Et puis maintenant, on voit que le tourisme, même le tourisme a changé, les touristes ont changé, la demande a changé. En général, s'il n'y a pas de coupure, les choses se mettent en place automatiquement. Là, on a un peu de mal, on a digitalisé le tourisme et tout ça. Même si je reste convaincue que, en tout cas, le tourisme ne sert à rien, ça serait difficile de le vendre, de le designer, absolument. Ça va être compliqué. Alors,
on a organisé cet Éductour là cette année. J'avais rencontré d'ailleurs madame à Paris et j'étais en pleine préparation. Alors, j'étais agréablement surprise que j'ai pas eu besoin de trop convaincre, insister au niveau des TO en France. D'accord. Ils n'attendaient que ça. Au niveau de qui, pardon? Des tours opérateurs français, pour revenir. Ils n'attendaient que... moi, j'ai été contactée par le ministère du Tourisme et l'ONT pour faire partie de l'organisation C'était le Tour. Et donc, j'ai commencé à appeler et contacter tous les TO historiques, en tout cas du sud algérien. Et ils ont tous répondu présent. On avait très peu de temps, donc ceux qui pouvaient sont venus. Et si on a eu... le groupe Voyageurs du Monde qui est un gage c'est-à-dire si ce groupe-là revient en Algérie, je pense que beaucoup de tours opérateurs en Europe viendront. Et donc ils sont venus, je les ai accompagnés, on a fait un grand voyage, on a fait Tarit, Bnei Abbas, Timimoun, Tamanrasset. Et il y a eu de nouveaux directeurs au niveau de ce groupe-là, et puis d'autres. Il y a eu Tamera, Nomade Aventure. Il y a plusieurs personnes qui ne connaissaient pas l'Algérie. Et ils ont été surpris de la beauté des paysages et surpris, comme le disait madame, de la bonté, l'accueil, la gentillesse des gens, sans un retour, parce que c'est pas toujours le cas dans beaucoup de pays. Et moi, j'étais ravie et fière, évidemment. Donc, et je peux vous dire tout de suite qu'ils ont décidé de mettre en place et mettre des produits touristiques du sud algérien déjà dès cette saison. Que coûte aujourd'hui la destination Algérie? Désert. Alors, que coûte en matière de tarifs On parle flou, ça. Alors, la destination, le tourisme, ils sont bien conscients, en fait, les tours opérateurs de l'autre côté sont bien conscients que nous avons une destination élitiste. Moi, je suis très fière de ça. Nous ne pouvons pas faire un tourisme de masse en Algérie, en tout cas, je pense dans toute l'Algérie. Nous présentons une culture, nous avons un produit culturel, nous avons un produit... De toute façon, nous n'avons pas les infrastructures pour faire du tourisme de masse, ça c'est sûr. Ça c'est le premier constat réaliste. Et à mon avis, c'est une volonté. En tout cas, dans le Sud, on ne peut pas. Le Sud est beaucoup trop fragile pour pouvoir mettre en place des structures d'hébergement, structures pour recevoir beaucoup de monde. C'est pas possible. C'est pas possible et j'espère qu'on ne le fera pas. Pour un tourisme de masse en tout cas. Et le produit touristique, en tout cas sud-algérien, reste quand même du haut de gamme. C'est pour ça, quand vous parlez de tourisme interne et de tourisme externe, moi je ne suis pas d'accord. Moi je considère un touriste, quelqu'un qui veut faire du tourisme, on ne peut pas ne pas mélanger les gens. Donc qu'il soit interne, algérien, étranger. Mais on ne parlait pas de mixité, de mélange des gens. On ne parlait pas d'intégrer les uns dans les autres ou de séparer les uns des autres. On parlait surtout de promouvoir la destination, d'abord aux internes, au sens où leur faciliter les déplacements, leur diminuer les tarifs de transport, essayer de créer des ponts entre région et région. J'ouvre juste la parenthèse. Un des exposants au CITEF, qui n'est pas du tout du secteur du tourisme, mais qui est dans l'événementiel culturel, était intervenu dans le cadre pour répondre à une question. Parce qu'il faisait partie de l'un des... Il est exposant d'ailleurs au CITEF. J'en aurai plus de détails dans les prochains jours, parce que bon, je ne voudrais pas parler à moitié, parce que je n'ai pas toute l'information. Et à un moment, on lui a posé la question sur la destination Algérie. Vous savez où est-ce qu'il a répondu, cet exposant? Il avait dit, sortant un peu de cette idée où l'on veut absolument ressembler aux Marocains ou aux Émiratis, nous n'avons ni le même désert, ni les mêmes infrastructures. Non pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on n'a rien fait pendant de longues années. C'est ce qui est aussi une réalité. Il a dit, alors prenons nos défauts, faisant de ces défauts et des qualités. C'est-à-dire, lui, il voudrait promouvoir la destination Algérie comme étant une destination, non pas une destination touristique, mais la destination du voyageur. C'est-à-dire, si tu aimes marcher, si tu aimes souffrir un peu, si tu aimes aller dans des hôtels où ta plomberie ne sera pas parfaite, si tu aimes vivre un vrai voyage, au sens voyage, où on ne passe pas sa journée sur Instagram et sur la 3G ou la LTE, alors à ce moment-là, c'est l'Algérie qu'il te faut. Et c'était ce type de communication qu'il voulait développer, mais c'était surtout ce type de réalisme qu'il voulait mettre en avant.
celui d'avoir des infrastructures qui ne sont pas au niveau aujourd'hui, mais sur lesquelles on peut jouer. Parce qu'effectivement, il y a des touristes dans le monde qui aiment le voyage à l'ancienne, c'est-à-dire le vrai voyage, prendre le bus, l'autocar, arriver dans un lieu, avoir des hôtels pas chers mais qui sont plus en mode motel, alors que nous sommes dans un pays où on vous met 3 étoiles dans un hôtel qui n'en vaut pas une. Absolument. Là, je suis tout à fait d'accord, mais je pense pas que j'ai assez de matière pour vous répondre, mais en tout cas en ce qui concerne le tourisme... Je vous expose juste des faits. Voilà, alors en ce qui concerne le tourisme saharien, ça va être très difficile de parler structure parce que les gens viennent dans le désert pour dormir à la belle étoile, au fait, on a plusieurs types de tourisme en Algérie. Donc, dans le désert, les gens partent, choisissent de faire ce type de voyage. C'est plutôt l'aventure, c'est plutôt partir en 4x4, c'est plutôt à dos de chameau. Ils viennent pas pour une structure d'hébergement, pour un hôtel. C'est pas tout à fait ça. Donc, et puis pourquoi je parle de la fragilité, si on n'est pas prêt, si on n'est pas sensible à la fragilité de ce désert. Si on n'a pas mis des mécanismes en place qui protègent ce fameux désert. Absolument. Donc c'est pour ça que 800 touristes à Janet en 2017. Vous réagissez comment à cela? 800 touristes. C'est 2017. Oui, c'est pas beaucoup pour moi. Timimoun, 2000 touristes. Et pourtant, alors je rebondis pour Timimoun, justement, on a été, moi-même j'ai été agréablement surprise parce que les structures d'hébergement à Timimoun, c'est pas ça qui manque. Nous avons été logés à l'hôtel Gourara avec ce groupe de touristes. C'est juste magnifique. C'est magnifique. C'est un très très bel hôtel. Et puis on a visité d'autres structures d'hébergement, auberges ou maisons d'hôtes et tout ça. Je pense, là, c'est prêt plus un tourisme plutôt d'excursion, une étoile, mais pas le Grand Sud, pas la Sécrème, pas... Et donc, il faudrait savoir trouver un équilibre entre différents types de touristes dans notre pays. Madame Khadija Ben Messaoud, agence Itinérance, merci d'avoir été parmi nous. Un site internet, une adresse? Oui, itinérance.com. Tout court? Oui. Ben voilà. Madame Flora Boumia, Deux Rives rayonnent, les Deux Rives rayonnent. Vous êtes venue, vous avez fait le pari. Moi, je dis des tournées parce qu'à la base, vous l'avez dit, chaque année l'Institut du monde arabe organise un séjour. Vous avez fait l'Iran, vous avez fait tous les pays du monde. Oman, le Maroc, etc. Et puis là, vous vous êtes battu en tout cas pour proposer la destination Algérie. On va sortir du terme des tournées. Vous avez ramené une trentaine de touristes. Vous leur avez organisé pendant une dizaine de jours des voyages qui, nous n'en doutons pas, ont été exceptionnels et sensationnels, qui se sont déroulés et aux portes du désert, et vous êtes revenu du côté de la capitale malgré les difficultés. Vous avez aussi créé des ponts et vous avez développé un réseau avec les opérateurs privés, car vous avez été logé dans des hôtels privés, notamment sur la capitale. Et on vous laisse le mot de la fin. Même dans les Aurès, c'était des hôtels privés, parce que les deux doivent travailler ensemble. Les hôtels étatiques sont en restauration dans Biskra et Batna, de très beaux hôtels de Pouillon, de Fernand Pouillon. L'architecture est splendide, mais malheureusement, ils ont besoin d'être restaurés. Nous avons été accueillis à l'Horacie parce qu'il fallait que la rudeur des Aurès et, je veux dire, et des hôtels, il fallait que nous arrivions dans la capitale avec un hôtel quand même qui nous recevrait. Et je tiens à remercier vraiment les équipes de l'hôtel El Horacie et son PDG, puisqu'ils nous ont accueillis en nous donnant des chambres vues sur mer. Et je peux vous assurer que la terrasse d'El Horacie a beaucoup aidé à donner le meilleur de l'Algérie, sincèrement. Et je tiens beaucoup à remercier toutes les personnes que nous avons rencontrées. Nous avons eu des sociologues, des personnes de la société, des associations au refuge de la Caïna, des associations qui nous ont fait des déjeuners en plein air exceptionnels. Dans Biskra, les Palmeraies, nous avons eu aussi un accueil merveilleux pour des déjeuners sous la tente avec des méchouis. Je ne peux pas oublier la gentillesse et la disponibilité de tout un chacun. Voilà. Et ça, vraiment, je tiens à les remercier. On vous souhaite en tout cas beaucoup de réussite. Les Deux Rives rayonnent, un site internet? Les Deux Rives rayonnent,
comme et Flora Boumia est connue. Je peux vous dire que j'avais organisé dans les années d'horreur de l'Algérie les voyages de presse dans le désert algérien. Oui. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, moi, je dis qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements en ce qui concerne les structures d'accueil, en ce qui concerne le développement de ces régions. Et on aura l'occasion d'y revenir mais prochainement. Mais j'espère que c'est les décisions qui seront prises, tant pour le touriste algérien local que pour les étrangers, bien entendu. Merci encore, mesdames, d'avoir été parmi nous. En tout cas, c'était un plaisir d'ouvrir le bal avec vous aujourd'hui. Voilà. En ce vendredi 19, tiens, on se retrouve dans quelques instants. On parle de tourisme toujours avec Ferry El Hamdi qui nous parle du portail électronique du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Allons-y. L'Algérie, ce beau pays, a de nombreuses richesses à offrir, tant sur le plan culturel que naturel. Aujourd'hui, la destination Algérie est de plus en plus attractive. Tous les atouts sont là. Un littoral merveilleux, s'étendant sur près de 1200 km. Un climat méditerranéen doux et agréable. Des plages, des plaines, des montagnes et des paysages magnifiques. Des lieux pittoresques et des sites historiques de valeur. Un riche arrière-pays qui regorge de belles surprises, un désert des plus beaux de la planète. La célébration de la Journée mondiale du tourisme le 29 septembre a été caractérisée par le lancement officiel d'un portail électronique. Visitalgeria.dz pour la promotion de la destination Algérie. Le thème choisi cette année par l'Organisation mondiale du tourisme est le tourisme et la transformation numérique. Donc le portail web, c'est une manière d'entrer dans une grande étape de promotion de la destination Algérie à travers les outils qui concernent le large public. C'est la numérisation de la communication. Le portail web, à travers ces outils, va nous permettre d'accéder à différents types d'informations. On va essayer d'illustrer quelques informations. À titre indicatif, on aura présenté les atouts dont recèle l'Algérie dans son potentiel touristique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est primordial concernant la promotion de l'Algérie, est celui des services. Donc on aura affiché une panoplie de prestations, soit la réservation au niveau des hôtels et des liens qui concernent la réservation des hôtels, ainsi que l'activité des transports et des réservations à travers les agences de voyage. On affiche aussi certaines données d'ordre qui ont relation directement avec les principales activités qui existent en Algérie. Ce portail, qui se présente en 3 langues, arabe, français et anglais, a pour objectif de faire connaître la diversité touristique de l'Algérie, les plus importantes destinations disponibles, ainsi que les agences de tourisme et de voyage, les hôtels, transports, outre l'art culinaire et l'artisanat. Le portail peut être exploité à travers les Android, donc à travers les smartphones. À travers ces smartphones, donc on peut consulter tout ce qu'on peut chercher comme données, comme informations, soit à travers les institutions nationales, à l'instar de l'ANDT, de l'ONAT, de l'ONT, et même des différents partenaires et opérateurs publics ou privés qui activent dans le domaine du tourisme. Donc à travers toute cette panoplie d'offres, on espère couvrir un maximum de public pour entrer dans l'ère de la destination Algérie. Un projet important pour faire valoir les caractéristiques et les capacités touristiques réelles et considérables de notre pays.
Salah Djilani, bonjour. Bonjour. C'était Fréhel Hamdi qui nous présentait ce matin le portail électronique du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Là, on est de retour avec vous, Madame Hadjilani. Vous êtes auteur de plusieurs guides. Alors, auteur, on va parler de l'édition Petit Futé. Alors, Petit Futé, ça existe depuis une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. En fait, la compagnie existe depuis 42 ans, mais les guides d'Algérie, ils existent depuis une bonne dizaine d'années. Le Petit Futé, on fait des guides partout dans le monde. C'est une collection francophone la plus étendue, et voilà. On fait Pour l'Algérie, ça fait une dizaine d'années. Voilà. Comment vous êtes arrivé à ça? En fait, moi, à la base, donc je suis une grande voyageuse. J'aimais beaucoup aller à Hawaï. J'ai créé le premier guide sur Hawaï, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'Algérie. Et du coup, il n'y avait pas de guide sur Hawaï? Non, il n'existait pas. C'est en quelle année? C'était en 2008. En 2008? Et ça fait 10 ans. Alors qu'on parle d'Hawaï depuis... depuis un siècle. Oui. Quand on dit j'ai envie de vacances, va à Hawaï. Voilà, les cocotiers. Mais il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas. Et c'est toujours le seul en français. Il y a une collection québécoise, mais disons, elle est assez mineure. Voilà. Mais à Paris, on est les seuls en France. D'accord. Du coup, ça arrive en Algérie il y a 10 ans. Il y a une dizaine d'années, on va dire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de guide là aussi? En fait, là, pour le coup, on est les seuls au niveau mondial à faire un guide sur l'Algérie. Et donc, c'est un guide français. Et donc, du coup, non, il n'y en avait pas. Et il existe des guides ici, c'est vrai, mais pas... Vous avez le guide nomade, vous avez... Voilà, tout à fait, ils existent et ils sont très bien faits. Mais le guide au niveau international, il n'y a que nous. Oui, d'accord. Oran, c'est en quelle année ça? Alors là, c'est le plus récent. C'est une création, on l'a fait il y a à peu près 1 an. Enfin, c'est moi qui suis partie donc, sur le terrain pendant environ 1 mois. Et j'ai dû travailler sur la ville à fond. Elle était déjà dans le guide d'Algérie, j'avais une base, mais là, c'était une création, donc... C'est une ville qui est en plein dynamisme, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. J'ai beaucoup aimé cette ville, vraiment. Je connaissais surtout Alger, parce que moi je suis originaire de Miliana par mes parents. D'accord. Et donc Oran, je l'ai vraiment découverte au moment où j'ai travaillé sur le terrain. Et c'est une ville qui va avoir les Jeux méditerranéens en 2021. Il y a beaucoup d'hôtels qui ont été construits. C'est impressionnant, le dynamisme qu'il y a. C'est une ville très touristique, donc beaucoup d'hôtels avec l'hôtel Liberté, Sheraton Oran, Four Points. Vraiment, c'est fascinant. Le vous en avez, hein? Ouais, qui est là-bas. Et Alger, c'est aussi une ville très dynamique, mais Oran, j'étais impressionnée. Il y a beaucoup d'Algérois qui investissent maintenant à Oran, d'ailleurs. Ouais. Il y a le guide Algérie. Vous avez commencé avec ça? Oui, voilà. Ouais, vous avez commencé avec le guide Algérie. Je ne sais pas si on est en train de les montrer ou pas. Alors, les voici. Alors, ça, c'est le guide Algérie. Le guide Algérie, il regroupe quoi? Il regroupe les 4 coins du pays? Voilà, tout le pays. Vraiment, on essaye, bien sûr, en insistant sur les endroits touristiques, parce que il y a le Sahara, il y a les grandes villes, donc bien sûr Alger, Oran, Annaba, Constantine, la Kabylie aussi. On fait vraiment, on donne une photo du pays, mais on parle aussi de l'histoire, on parle de la culture. On n'est pas juste un guide de bonnes adresses. On va aller plus loin. On donne vraiment tous les outils à un touriste qui ne connaît pas le pays, pour qu'ils puissent comprendre en fait ce que c'est l'Algérie, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les us et coutumes. Parce que voilà, quand on arrive et qu'on ne connaît pas, on a besoin de ce b.a.-ba, on va dire. Ouais. Vous êtes combien dans le au Petit Futé, au siège? Ils sont une 50aine, on n'est pas tant que ça. Mais au niveau hauteur, on est une 100aine et chacun a plus ou moins ses spécialités. Vous avez des bureaux dans chaque pays ou vous êtes installé exclusivement à Paris et puis En fait, le siège est à Paris, mais il y a aussi des expatriés qui travaillent depuis, par exemple à New York, c'est une expat qui fait le guide. Moi, comme je suis d'origine algérienne, ça s'est fait naturellement que je fasse le guide Algérie. Pourtant, j'avais commencé avec Hawaï. Mais bon, il vaut mieux être algérienne. Dit, non, Hawaï, non, ça va pas pour elle. Tu la renvoies en Algérie, la petite. Non, je continue à Hawaï, j'y retourne en novembre là. Ah oui, d'accord. C'est quoi, c'est l'été maintenant? En fait, la saison, elle est toujours idéale. C'est le rêve Hawaï. Il fait toujours beau. D'accord. Alors du coup, le guide Algérie et puis le guide Alger. Voilà. Que vous êtes en train d'actualiser. Exactement. Je suis en train de faire la mise à jour du guide Alger. Et là, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que le parc hôtelier, je trouve qu'il est en train de se renouveler dans le bon sens. Même les hôtels étatiques, là, ils ont pris un petit coup de peps. Souvent, c'était le privé qui les devançait. Et là, je trouve que vraiment, il y a de beaux efforts qui sont faits. Après, j'ai découvert des groupes hôteliers qui sont assez récents, là, qui sont plus dans le privé, donc AZ. J'ai été impressionnée par leur développement. J'ai visité l'hôtel de Zeralda, qui est vraiment super. Il y a un autre hôtel qui m'a beaucoup plu, c'est l'hôtel Lamaraz à Kouba. Qui a un restaurant panoramique, ce qui donne une vue panoramique sur tout Alger. J'ai été bluffée, honnêtement. Ça vaut des restaurants que j'ai pu voir à Miami ou même au Honolulu. Sérieusement, je trouve que la vue, elle était scotchante. Et puis voilà quoi, donc Alger, c'est un coup de cœur depuis toujours parce que c'est Alger la Blanche, la lumière elle est magnifique. On va sur la Casbah, voilà, on y est quoi.
c'est un rêve éveillé en fait. Franchement, j'aime beaucoup aussi. Il y a ce guide qui est en train d'être actualisé, c'est ça? Oui. La version 2019 du guide d'Alger. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Ben voilà, donc il va y avoir aussi donc beaucoup d'hôtels hein, qui vont parce qu'il faut actualiser, parce que les gens, la première chose qu'ils cherchent, c'est les hôtels. Voilà, ils sont très angoissés hein, sur l'Algérie, ils connaissent pas trop. Ils se disent que c'est pas un pays touristique depuis toujours, donc voilà, je dois aller voir les hôtels même anciens qui sont en pleine restauration. Je pense par exemple à l'hôtel Beaufayette qui est là, qui a Ouled El Fayed, qui est un petit hôtel en fait des années 70. Ouais. Là, ils sont en train de faire des gros travaux et c'est en train de vraiment de prendre une belle image hein, par rapport à avant. C'est un hôtel, boutique-hôtel presque, je dirais. Alors qu'avant, c'était un peu vieillissant. Et c'est vrai que les gens, ils voyaient ça, ils n'avaient pas trop envie d'y aller. Mais maintenant, ça va mieux. Donc, on a envie d'y aller, au contraire. Boutique-hôtel, c'est un concept qui existe dans beaucoup de pays. C'est des hôtels qui ressemblent plus à une maison. Vous n'avez plus le même système de réception. Vous y allez... Exactement. Vous y allez, vous avez... C'est bien. Je voyage un peu, vous savez, entre Tamanpet, Béchaya et Orange. Non, mais c'est très bien que vous en parliez. Et c'est très bien que ça arrive en Algérie. Tout à fait. Parce qu'on a souvent été complexés par nos infrastructures en essayant de construire que des 5 étoiles, mais en oubliant le peuple, parce que c'est pas le peuple qui va aller dans un 5 étoiles. Et en plus, le plus souvent, et même dans le monde, et c'est prouvé à travers des chiffres, vous avez le touriste qui va faire le 5 étoiles, mais vous avez surtout le businessman. C'est-à-dire des voyages d'affaires où on fait escale dans les 5 étoiles. Voilà. Et on pense très peu aux petits hôtels qui accueillent les vrais voyageurs. Tout à fait. Et c'est ça qui m'a frappé, notamment à Alger, c'est que ça s'est beaucoup développé. Il n'y a pas que l'Horacie qui est sublime, mais qui n'est pas à la portée de tout le monde, donc c'est bien. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié ce changement, ce virage que prend l'Algérie. Donc ils n'iront pas encore sur le tourisme de masse, et c'est un plus, parce qu'aujourd'hui, le voyageur, il veut ça. Il veut quelque chose qui est un peu en dehors du tourisme de masse. Ouais. Il veut une terre un peu inconnue, une terre d'aventure, vierge. Et l'Algérie, c'est pour ça que ça plaît. Enfin, il faut savoir qu'il y a beaucoup de Français qui ne sont pas d'origine algérienne maintenant, qui veulent venir en Algérie et qui viennent tout seuls et ils prennent mon guide. Voilà, je le sais parce qu'ils écrivent. Et ce n'est pas des gens d'origine algérienne du tout. Hein, donc, mais qui font le vrai voyage. J'en ai rencontré. Tout. Le motel. Oui. Et franchement, ça fait plaisir parce que c'est un pays qui est magique, on le sait. Et c'est vrai que, voilà, ils viennent d'eux-mêmes, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Et je voulais aussi parler de quelque chose qui m'a beaucoup frappée lors de mes voyages en Algérie, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui font des business toutes seules et qui se débrouillent super bien. Il y a notamment un spa, un institut de beauté spa par une ancienne modéliste qui s'appelle Farida, qui est à Draria, que j'ai trouvé vraiment génial. La fille, elle est très créative. Elle a fait quelque chose, vraiment, c'est pas le hammam. Vous trouvez que ça contribue au tourisme? Oui, ça contribue au tourisme. De voir aussi qu'il y a des femmes qui se débrouillent super bien et qui font leurs choses tranquillement, quoi. Comme on trouverait n'importe où en Europe. Voilà, parce qu'il y a des a priori parfois, et c'est bien que ces femmes-là, elles cassent cette image. Il y a aussi à Oran un endroit que j'aime beaucoup, qui est un restaurant lounge, qui est très très sympa avec de la musique traditionnelle, qui s'appelle le Balbec, donc dans le quartier de Canastel, qui est vraiment super, qui est tenu par une femme aussi. Je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes peut-être déjà allé, mais ça vous parle, je sens. Non, ça me parle. Oui, vous parlez d'adresse. Grâce à moi. Non, mais vous parlez d'adresse connue, c'est-à-dire que c'est très bien. Connue, mais pas à l'étranger. Il faut comprendre que. Oui. Malheureusement, ils ne connaissent pas, hein, donc il n'y a pas d'autres guides. Donc moi, je suis là pour leur donner les bonnes clés. Voilà, le Balbec avec sa petite terrasse très sympathique. Il y a aussi des concerts traditionnels, parce qu'ils ont changé un petit peu maintenant l'état d'esprit. Et il y a aussi Nour El Hani, que vous devez connaître, avec des très bonnes pâtisseries. Et moi, j'ai rencontré Lamia, une des patronnes, qui est juste géniale. Et franchement, c'est une affaire familiale. Au début, c'était sa mère qui a une toute petite pâtisserie. J'adore l'histoire. Puis tout doucement, ils se sont développés. Et puis ils ont fait un petit Nour El Hani par-ci, Maintenant, c'est le père, c'est la mère, c'est les sœurs, c'est le frère. Exactement. Et moi, j'ai rencontré Lamia et ça a été une super rencontre. Et voilà, quoi. Je suis assez touchée par ce dynamisme des Algériens et aussi qui est ouvert, en fait, vers l'extérieur. Et je trouve que le thème du Salon du tourisme, Algérie, terre de paix et d'hospitalité, je trouve que ça résume assez. Parce qu'il y a aussi un point sur lequel il faut insister, c'est que les touristes, ils se sentent rassurés maintenant de venir en Algérie. Surtout les touristes français, ils n'ont pas peur. Ils se disent pas, ça y est, on va se faire agresser à tous les points de vue. Ils savent que c'est sûr. Ils le savent. Parce que maintenant, c'est une terre de paix, on le sait. Et ça, à l'air de rien, c'est important. Et d'hospitalité, parce que les Algériens sont très accueillants. Et justement, quand ils voient un touriste, ils vont pas l'embêter s'il demande rien. Ils vont pas aller lui vendre tout et n'importe quoi. Comme ça peut arriver dans certains pays où il y a le tourisme de masse. On ne citera personne. Mais en même temps, quand ils voient qu'il y a un touriste, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont l'inviter chez lui, ils vont même... Vous êtes interdite de séjour en Tunisie, au Maroc, en Égypte. Je ne donnerai pas de nom, j'ai dit. On vient de vous interdire aussi. Mais j'aime bien l'Algérie, vous avez remarqué. Hawaï aussi, un peu Miami. Non, mais voilà quoi. Je recommande
C'est pour ça aussi, parce que je pourrais ne pas le faire, le guide algérien, très clairement, mais ça me passionne. En fait, j'ai redécouvert ce pays grâce pose des questions et elle répond toute seule. Moi, je fais ce guide, mais j'aurais pu pas le faire, le guide. Non, parce que je sens votre petite critique hawaïenne, là. Non, mais moi, j'aurais pu rester avec mes tongs et puis ma planche de surf. Bah oui, c'est vrai. Je suis nulle en surf, là, attention, je suis nulle, hélas. D'accord. Donc, votre job, c'est de voyager, quoi. C'est cool, hein. Ça doit être le meilleur job du monde, ça. Franchement, oui. Après, le décalage horaire, des fois, c'est fatigant. Mais je vais pas faire la mesquina. Non, mais vous auriez dû sortir d'autres trucs. Vous auriez dû dire c'est un vrai job, c'est une responsabilité. Oui, c'est une responsabilité. Attendez, je vais faire la version sérieuse. La réalité avec les lecteurs. Je vais faire la version sérieuse. Non, le jet lag, tu vois, c'est trop. Non, mais là, parce que je sais, on me sort toujours le job de rêve. Mais non, il y a une responsabilité, surtout sur l'Algérie, parce que le touriste qui vient avec nos guides, il compte sur nous, mais vraiment à 100%. En tout cas, il est super votre guide. Hein. Autant l'aspect historique, autant vous parlez de Fernand Pouillon, autant vous parlez des infrastructures, autant vous parlez même de ceux qui louent des voitures, autant vous parlez de certaines personnalités. Tout à fait. Biouna, Hachmi Grouabi, Feu, Hachmi Grouabi, Baya, Kesra. Baya, c'est pour l'artiste peintre. Et là, l'autre partie, c'est la bouffe, la nourriture. Exactement. Avec ce qu'on retrouve dans la rue. Oui. Bouffe de rue, si on peut l'appeler comme ça. La ksra, les mhajib, le maqarout, la garanteta, ce que l'on retrouve le plus souvent. Et ça, c'est super. Le guide est dispo partout? Alors, on est en vente en France, bien sûr, en Belgique, en Suisse, au Québec, Canada. Et en Algérie aussi, oui, mais essentiellement Alger. Donc à l'aéroport d'Alger, une librairie qui nous distribue et aussi en fait dans la ville. Donc il y a la librairie Calamet, la librairie du Tiers-Monde et on est en train d'étendre notre réseau. Et il fonctionne bien parce que je me suis rendue à la librairie du Tiers-Monde totalement anonymement et je vous jure, ils m'ont dit qu'ils se vendaient bien le guide Oran. Donc je pense que ça plaît. Ouais. Et je suis ravie parce que c'est important aussi. Merci d'avoir été parmi nous. Merci. Bonne chance. Alors en novembre, Hawaï. Ah oui. Super. Mais je penserai à l'Algérie. L'Algérie, elle reste dans mon cœur, attention. Elle va nous la faire comme les joueurs de l'équipe nationale. Ah, pas loin, pas loin. Oui, c'est ça. Merci à vous, en tout cas, c'était un plaisir. Bravo pour ce que vous faites. Bon, on rigole un peu, on rit un peu, parce que c'est une émission télé non plus. Mais oui, bien sûr. Vous n'avez pas rendez-vous avec un ministre ou autre pour avoir. Non, ça va. Il n'y a pas le côté solennel, mais en tout cas, bravo pour ce que vous faites, Saleha Hadjilani. Rappelons que vous êtes auteur de plusieurs guides, notamment ceux sur l'Algérie et celui d'Hawaï. Oran, Alger, qui est en train d'être réactualisé, il sortira en avril 2019. Et puis vous avez le guide Algérie 2017-2018, le guide à découvrir absolument, qui passe en revue l'ensemble des régions avec l'ensemble des atouts. Et puis même les petites critiques assez sympathiques ou pas, mais en tout cas... On a beaucoup de partenaires aussi que je tiens à remercier qui appuient maintenant nos éditions, comme des marques de jus très connues comme Ruiba, qui est juste mon jus préféré depuis que je suis petite. C'est pas de la pub, mais franchement... Arrêtez, parce que là c'est moi qui vais être... Mais franchement... Pour chaque marque que vous allez citer... Non mais là moi je savais pas. Il va m'enlever de mon salaire à moi. Non mais c'est vrai en plus. Mais voilà, il y a des gens qui nous soutiennent et on essaie de travailler avec des marques algériennes. C'est très important. C'est super. Et donc voilà... Ruba par exemple. Ça ne peut que marcher en tout cas. Voilà, exactement. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci Saleha Hadjilani, merci d'avoir été là. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Soit on enchaîne sur le Sam Expo, soit on revient au secteur de la santé. On en parle en tout cas, ce sera dans quelques minutes. On va juste me dire ce qui va suivre. Très bien, on va parler du tourisme saharien avec Hassiba, un reportage de Hassiba Bouabdallah. C'est parti avec elle, on se retrouve juste après. Tourisme saharien a enregistré l'année dernière 160 000 touristes, dont 10 000 étrangers. Pour augmenter ce nombre, l'ONAT, l'Office national du tourisme, multiplie les efforts et varie les offres. Nous avons plusieurs formules, comme pour les étudiants qui ont de faibles revenus. Nous avons aussi des programmes pour ceux qui peuvent se permettre un voyage qui dure plus longtemps, avec toutes les commodités telles qu'assurer les arrivées et les départs des aéroports, assurer le transport, les repas, même lors des déplacements et des bivouacs dans le désert, et bien sûr les guides. L'effort que fournissent également les agences de voyage pour attirer plus de touristes n'est pas négligeable. Ces agences diversifient les offres et les circuits continuellement. Cependant, elles n'ont que quelques jours dans l'année pour rentabiliser leur investissement. Le tourisme saharien enregistre un afflux remarquable de touristes, notamment en période de vacances de décembre, début janvier, ainsi que pendant les vacances du mois de mars. Mais en dehors de ces périodes-là, nous avons très peu de touristes.
Pour attirer ces derniers, les agences de voyage multiplient les offres alléchantes ou alors elles passent à une autre alternative, celle de la signature des conventions avec les entreprises et les sociétés, notamment étrangères. Voilà, c'était donc Hassiba Bouabdallah qui nous parlait du tourisme saharien. Effectivement, quelques mois seulement pour rentabiliser quelquefois des investissements de plusieurs millions. Alors ce matin, on va continuer notre escapade, non pas avec du tourisme, mais du e-commerce en même temps, avec un salon qui se déroule en même temps que le CITEF d'ailleurs. Vous êtes pas loin. Ouais, c'est le Sam Expo qui est à l'honneur. Sam Expo, c'est le premier salon algérien de l'ameublement. Effectivement, donc c'est la première. Qui se déroule à la SAFEX. À la SAFEX. Donc c'est la première édition du salon de l'ameublement en Algérie. C'est un salon qui se déroule actuellement à la SAFEX du 18 au 21 octobre. C'est de 10h à 18h. Et on en parle avec vous ce matin d'ailleurs. Alors avec nous, Sofiane Gouasmi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. On s'était vu la dernière fois, on avait parlé de l'application Kayna. Effectivement. Vous êtes de retour, on va s'enquérir de l'état d'avancement, ça peut reprendre des termes très sérieux, pour savoir un peu comment se passe l'aventure Kayna. Alors vous prenez part au Sam Expo, c'est un peu étonnant, quelle est votre relation entre le Sam Expo et Kayna. Donc Kayna à la base c'est une start-up qui fait aussi de l'événementiel, de la communication. Donc d'une part on a lancé une plateforme de vente en ligne et d'une autre part on a participé à l'organisation du salon Sam Expo. Donc on n'est pas les organisateurs, mais on a participé, on a collaboré, on a co-organisé en quelque sorte le salon Sam Expo. Le Sam Expo se déroule donc à la SAFEX. Vous êtes à quel pavillon actuellement? Pavillon S Saoura. Pavillon S. Comment va Mahfoud Choukri? Il va merveilleusement bien. Il ne stresse pas? Non, au début, enfin avant le lancement, plus ou moins, maintenant ça va. Tout se déroule à merveille au salon, surtout hier, comme c'était le premier jour, il y avait un monde fou, personnellement on ne s'attendait pas à ça. Donc tout roule. Combien d'exposants? Pour combien d'exposants? Bon, j'ai pas le chiffre exact, mais en principe une cinquantaine. Cinquantaine d'exposants, tous dans l'ameublement, décoration, ameublement. Décoration, ameublement, cuisine, un peu d'électroménager, tout ce qui concerne, on va dire, l'intérieur de la maison. Magnifique. Alors le salon se déroule donc à la SAFEX. Kayna dans tout ça, parlons-en. Alors vous aviez parlé il y a un moment déjà du lancement de cette application. Qu'en est-il? Vous avez pris du retard, ce qui paraît aussi pour on a pris un peu de retard, c'était prévu qu'on lance début septembre, mais on a pris un peu de retard, donc on avait quelques soucis techniques sur ce qui a été plus ou moins réglé. Donc on a préféré faire le lancement on va coïncider le lancement avec le salon Sam Expo. Du coup, on est même présent au salon pour aussi démocratiser, dire aux gens que les produits qu'on peut trouver dans les commerces habituels, on peut aussi les trouver sur le net, entre autres chez nous sur kayna.dz. Kayna.dz, parlons-en, vous proposez quoi aujourd'hui? Une multitude de produits qui partent, on va dire, des vêtements, d'électronique, électroménager, outillage. Des produits que vous rachetez vous-même ou des produits qui appartiennent à d'autres partenaires et que vous mettez en Non, on a nos fournisseurs, on est comme des revendeurs, donc pratiquement on achète les produits qu'on revend sur la plateforme. Mais vous les achetez avant qu'il y ait commande ou vous les achetez après la commande? C'est-à-dire, on vous commande un produit, vous allez l'acheter chez le fournisseur et puis vous le livrez. Là, c'est au cas par fournisseur. Si le fournisseur, on va dire, a une grande quantité de stock, on peut se permettre un stock à notre niveau, on va les acheter, après les expédier directement au client. Sinon, on travaille directement sur stock fournisseur, à la commande, c'est-à-dire. D'accord. Donc c'est plus ou moins la partie logistique qui est très importante. Donc c'est à la course contre la montre une fois que c'est commandé. On est toujours sur un système de paiement à la livraison? Oui.
Toujours rien au niveau de la SATI? Non, c'est pas que c'est toujours rien, mais il y a une loi qui régit ça, mais pour le moment, les opérateurs, on va dire, économiques, ça suit pas. Ça suit pas. Donc au niveau des banques, ça bloque au niveau de la JE. Donc c'est pour le moment, on ne sait pas comment trouver la solution. Vous avez une application, vous avez une entreprise qui est régie par les lois algériennes, vous payez vos impôts, vous payez vos taxes, vous payez vos salariés, vous payez les cotisations sociales et autres, mais vous avez, j'imagine, un registre du commerce qui vous permet l'activité, ce qui est basic. Vous dites basic, il y a des milliards, il y a des billions de milliards, j'ai envie de vous dire. On n'est même plus dans le milliard, mais il y a des milliards qui sont dans l'informel avec des entreprises qui n'existent pas. Et ça, on le sait tous. Alors du coup, vous avez toutes les autorisations, mais dès que vous arrivez en fin de compte à la pratique, à l'action, ça bloque. Ça bloque. Ça bloque et personnellement, genre, et vous ne savez pas on vers qui vous tournez. Ça bloque où? Des fois, on nous oriente vers le CNRC, des fois c'est la JE, des fois c'est la SATIM, des fois la banque. À un certain moment, on se dit, il vaut mieux ne pas trop s'attarder sur le paiement en ligne, vu que on va dire, le consommateur algérien n'est pas très adapté pour le moment. Il ne maîtrise pas ça. Il faudrait une certaine confiance. Il fait plus confiance à un livreur. Il vérifie sa marchandise sur place, il paye sur place. C'est cela. Comme il fait habituellement. Pour le moment. C'est dommage, parce que ça refait tourner de l'argent dans l'informel en réalité. Oui, parce que ça aurait pu faire rentrer l'argent directement dans le système bancaire, ce qui aurait permis un meilleur contrôle des entreprises. Effectivement. Oui. Malheureusement, pour le moment, on n'a pas le choix. On est obligé de rester plus ou moins dans l'informel. Oui, c'est fou. Aujourd'hui, qui sont sur le marché, un peu dans le même segment? Vous avez qui? Vous avez Jumia? Jumia, Batolis, eShop. Wetknis, non, on n'est pas dans le même. Wetknis, plus ou moins. Wetknis, c'est un site d'annonce. Entre autres, ils font des stores, ils ont des stores à l'intérieur, mais c'est plus. À la base, c'était plus entre particuliers et particuliers. Maintenant, ça change un petit peu, mais ça reste plus un site d'annonce. C'est ça. À mon avis. C'est le cas, c'est exactement le cas. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? De la réussite. Oui. Et du courage. Il en faut beaucoup. Il en faut pour, on va dire, pour persister et ne pas, on va dire, abandonner. Oui. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite, Sofiane Kouasmi. Rappelons que vous êtes fondateur de l'application Kayna, disponible sur Android et iOS. Alors Android, c'est Samsung, Iris, Condor et autres. iOS, c'est Apple. Ok, mais bon, juste pour la précision, pour le moment, il n'y a que le site web qui est disponible sur www.kayna.dz. L'application, prochainement, on va le lancer. Ah, on n'est que sur le site internet? Pour le moment, on n'est que sur le site. L'application va être lancée très prochainement. L'application va accompagner le site de façon à simplifier l'acte d'achat. Et le Sam Expo, on rappelle, c'est jusqu'à dimanche? C'est jusqu'à dimanche de 10h à 18h. Ouais. De 18h à minuit. L'after, là, ça va être l'after. 18h à minuit, mon frère, si tu veux faire la fête, va au Sam Expo. Va au Sam Expo, il y a plein de surprises là-dedans. Tu verras Sofiane Kouasmi, tu verras Mahmoud Choukri. En tout cas, vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Beaucoup de réussite. Merci à vous d'avoir été là, en tout cas. Merci ça à nous vous. a fait plaisir. On vous souhaite vraiment de la réussite. Ça nous fait plaisir de recevoir de jeunes entrepreneurs et de voir qu'ils se battent sur le terrain. Allez, nous, on se retrouve dans quelques instants. Un changement de cap à 180 degrés. On va passer cette fois-ci du e-commerce au secteur de la santé avec Dr Benachnou qui reçoit Lamia Mouhoubi, cancérologue à l'EPH de Borj Mnail, avec elle on va parler de la gynécomastie. Mais c'est juste après le reportage de Manel Boutouaba sur la campagne de vaccination et on est en plein dedans d'ailleurs. Le vaccin antigrippal est déjà disponible pour les populations à risque. C'est gratuit, c'est pris en charge par l'État. Pour les autres qui veulent se faire vacciner, c'est disponible en pharmacie. Excellente matinée, Manal Boutouaba. 2 500 000 doses de vaccins ont été acquises, 1 300 000 sont déjà disponibles au niveau des structures de santé réparties à travers le territoire national. Le directeur de la prévention au ministère de la Santé a annoncé hier lors d'une rencontre
le démarrage de la campagne de vaccination, insistant sur l'importance du travail de sensibilisation en direction notamment des catégories à risque, en leur expliquant l'intérêt de faire ce vaccin qui réduit de façon très significative les risques de mortalité. D'après les experts, la grippe saisonnière est une infection virale bénigne chez 90% des sujets atteints, mais elle peut avoir des conséquences désastreuses chez les personnes fragiles. 1,3 million de doses ont été distribuées aux unités de santé de base. Le reste sera au niveau des officines privées car, je le rappelle, le vaccin acquis au niveau des pharmacies est remboursable par la CNAS pour les personnes âgées et les malades chroniques. Je rappelle aussi que l'année dernière, 251 cas sévères ont été enregistrés et 26 décès suite aux complications dues à la grippe saisonnière. Pour rappel également, la vaccination permet de diminuer le risque d'être infecté par le virus de la grippe de 75 à 90%. Le vaccin est dispensé à titre gracieux. La campagne ciblera principalement les personnes exposées au risque de développer des complications dues au virus, notamment les personnes âgées de 65 ans et plus, les malades atteints de maladies chroniques comme les maladies cardiaques, les pathologies pulmonaires chroniques, les maladies liées au diabète, à la surcharge pondérale, aux reins, ainsi que les femmes enceintes et les personnes atteintes de pathologies respiratoires, celles atteintes d'immunodéficience acquise ou congénitale, les pèlerins aux lieux saints de l'islam, les nourrissons âgés de plus de 6 mois, en plus du personnel relevant du secteur sanitaire, mobilisé pour mener à bien cette campagne qui se poursuivra jusqu'au 15 mars 2019. Voilà, c'était la campagne de vaccination racontée ce matin par notre consoeur de la rédaction de l'information, Manal Boutouaba. Campagne de vaccination, vaccin antigrippal. Vacciné ou pas encore? Oui, ça y est, c'est fait. Ah, c'est bien, docteur Benachon, c'est très bien. Docteur Mouhoubi, vacciné ou pas encore? Pas encore. Ah, vous devriez? Oui. Vous avez un terrain... C'était quoi votre phrase tout à l'heure? Vous êtes un terrain à risque? Un terrain à risque. Ouais. Et elle est doublement à risque, elle est dans un hôpital. Et ce n'est pas elle qui nous importe, c'est qu'elle reçoit du monde et risque d'être elle-même contaminante. C'est-à-dire que c'est elle qui transmet. Ouais. Ah bah oui. Ah bah oui. Octobre Qu'elle rose. ne s'est pas encore consacré du temps à elle. Oui. Et vous me dites... Et je vais me vacciner, je vais vous dire demain. Très bien. Parce que je ne peux pas me vacciner en plein week-end. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'après un vaccin antigrippal, il y a des risques. Un petit peu. On va dire d'être un peu fatigué, d'avoir un peu de fièvre. Pseudo-grippal, on appelle ça. C'est ça, pseudo-grippal si vous le souhaitez. Et je ne pouvais pas me permettre pendant le week-end. Vous êtes droitier ou gaucher? Pourquoi? Non, le lieu d'injection, ça c'est important. Ah oui? Bien sûr, si on est droitier, il faut vacciner à gauche. Si on est gaucher, Pourquoi? Parce que la main, elle est... La main, elle est un petit peu engourdie, disons. D'accord. Elle est un petit peu engourdie. Donc, je vais me vacciner à gauche. À gauche, voilà. Ouais. Le point d'injection, regardez comme c'est bien précis. Ouais. Eh bien, très bien. Alors, la campagne de vaccination antigrippale, c'est dit, c'est raconté. On en a déjà parlé avec Dr Benachnou. N'hésitez pas à y aller. Ça coûte pas cher et ça va vous éviter bien les bobos et bien les médicaments. Et pour ceux qui remboursent, ça va vous éviter d'aller faire remplir vos ordonnances. Alors, quant à nous, par contre, avec vous, aujourd'hui, on va parler de la gynécomastie. Oui. C'est quoi la gynécomastie? Oui, là, il faut qu'on... Là, c'est le mois rose. Oui. Le mois, on s'occupe du cancer du sein. Mais l'erreur, ce n'est pas une erreur, à juste titre, on a mis le paquet sur les femmes. Mais il y a un aspect chez nos adolescents qui est dramatique par la souffrance qu'il entraîne, surtout dans nos sociétés. Un garçon, 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui découvre qu'il a une poitrine qui commence à se développer. Oui. Au-delà de l'aspect psychologique, et c'est une vraie souffrance, je l'ai dit, j'ai été dernièrement accosté par un jeune qui avait une voix, on sentait la souffrance, docteur, j'ai mes seins qui commencent, il était complètement perdu, et c'est un domaine tabou en Algérie, c'est un domaine tabou, on n'en parle pas, on laisse les gens. Or, la gynécomastie, qui est le développement de la masse du sein, chez l'enfant, chez le jeune, je crois qu'il est temps de s'en occuper, et je parle dans le cadre du cancer du sein, parce que ça peut évoluer. Je dis bien ça peut évoluer, je crois que le docteur Mouhoubi, cancérologue, va nous en parler, ça peut évoluer. Moi, j'aimerais insister sur le fait qu'il faut prendre en charge, s'occuper et aller chercher vers, surtout
la santé scolaire qui doit dépister, puisque c'est le mois du dépistage, et je crois qu'il faut dépister, et surtout, un accompagnement psychologique de ces jeunes garçons qui vraiment sont dans une souffrance terrible. Voilà un petit peu... Vous en croisez beaucoup, vous Vous en avez déjà croisé? Oui. Oui. Oui, mais pas dans le même contexte. Alors, tout d'abord, la gynécomastie. Contexte pathologique, là ça pathologique, a avancé. Ce qu'il faut éviter d'arriver chez... Voilà. Oui. Alors, la gynécomastie, c'est le développement de la glande mammaire, du sein, chez l'homme qui existe. Chez l'homme. Chez l'homme. Comme chez la femme, il n'est pas développé. Ouais. Donc, il peut être développé de façon normale dans 3 situations. Chez un nouveau-né, par le passage hormonal maternel. Chez un adolescent qui en tire, donc il y a beaucoup de souffrance et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre hormonal entre donc, les hormones masculines et féminines. Donc les hormones féminines prennent le dessus, c'est les œstrogènes. Pourquoi chez l'adolescent? Parce que cette hormone contribue à l'accroissement de l'os. Donc ça va donner la gynécomastie environ chez 70% des adolescents. Ça donne la souffrance psychologique, parce un complexe. Il faut parce que pour lui, c'est la fille uniquement qui a des seins qui se développent et pas chez le garçon. C'est normal, ça va disparaître avec le temps, donc de 6 mois jusqu'à 2 ans maximum. Dans les cas courants. Dans les cas courants. Et la gynécomastie peut exister aussi de façon normale chez le sujet âgé. Chez l'homme, à partir de 50 ans, par diminution de sécrétion des hormones masculines. Là, il faut un truc intéressant. La nature, elle est... Oui. L'homme a des hormones mâles et la femme a des hormones femelles. Mais l'homme, à partir de 60 ans, les hormones mâles disparaissent, diminuent grandement, et phénomène de la nature, il commence à produire des hormones femelles. Comme le cancer du sein est hormonodépendant, il trouve un terrain. L'homme, à ce moment-là, devient... biologiquement une femme, hormonologiquement devient une femme. Il y a un déséquilibre en fait, les deux existent, et chez l'homme et chez la femme, mais il y a une balance. Lorsqu'il y a le déséquilibre, là, la pathologie commence à apparaître. Donc, de façon anormale, elle existe quand il y a des pathologies telles que des pathologies hépatiques. Il y a les cancers aussi, elle est associée à l'apparition du cancer comme le cancer testiculaire, cancer pulmonaire, cancer digestif et le cancer du rein. Pourquoi ? Pardon, le cancer des testicules testiculaires est aussi dramatique chez les jeunes hommes. Chez les jeunes hommes. Chez les jeunes hommes illettrés, et il est dramatique, et là aussi il est caché, on n'en parle pas. Ça commence par la gynécomastie, elle est négligée parce qu'ils ont peur de parler. Donc il y a la gynécomastie qui apparaît, c'est un syndrome qui accompagne le cancer. Après, avec le temps, le cancer se développe et il y a d'autres symptômes qui apparaissent. Or, si l'homme voit, donc, dès qu'il découvre qu'il y a la gynécomastie, il consulte, on n'arrivera pas au stade de cancer avancé ou métastatique. Et c'est là où c'est important d'en parler. Et le moment est venu d'en parler pour qu'une consultation précoce, et là je fais intervenir la santé scolaire, de dépister, de découvrir et de permettre de mise à jour dans le respect professionnel. Alors si je comprends bien, on parle beaucoup du mois d'octobre et Octobre Rose, on parle donc essentiellement, ça voudrait dire, pardon, vous m'excuserez, on parle essentiellement de la femme et du cancer du sein, même si le cancer du sein, on en parle tout au long de l'année, mais on n'oublie pas non plus les autres cancers pendant ce mois d'octobre. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, c'est que la gynécomastie peut engendrer des cancers du sein chez l'homme? Non, c'est pas la gynécomastie qui engendre. La gynécomastie accompagne. C'est ça. La gynécomastie, à chaque fois, c'est un déséquilibre hormonal. C'est pour ça qu'il faut la mettre à jour. Voilà. Et la prendre en charge. Quand elle existe, on la trouve chez un jeune homme à partir de 20 ans, disons de 20 ans jusqu'à 50-55 ans, là, c'est pas normal. Il faut explorer. Pourquoi? Parce qu'il y a une tumeur. Bon, si je parle du cancer, il y a une tumeur qui sécrète une hormone qui déséquilibre la balance et donne la gynécomastie. D'accord. Voilà. Disons, c'est la partie qu'on voit de l'iceberg. Et la néoplasie apparaît avec le temps. Et à ce moment-là, comment on peut intervenir dessus? Voilà, il y a ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. Le diagnostic différentiel. D'abord, voir et palper et... avec quoi il faut différencier? Alors, le cancer du sein chez l'homme, c'est le diagnostic différentiel de la gynécomastie. Pourquoi? Parce que c'est une cellule, c'est des tumeurs qui se développent dans la glande mammaire. Là, que l'homme et la femme possèdent. Je rassure les hommes, elle est rare.
Donc, c'est uniquement 1% des hommes qui peuvent avoir le cancer du sein. Et il y a le terrain familial aussi. Donc, si 1% des hommes, c'est 1 sur 100, quoi. Et il y a le terrain familial. Ouais. Donc, s'il n'y a pas de cancer chez les sœurs ou les tantes ou la mère et la grand-mère, ça se peut que ça soit une gynécomastie et pas une néoplasie. Est-ce qu'on connaît, et c'est là moi où je veux intervenir, est-ce qu'on connaît la fréquence de la gynécomastie chez les jeunes Algériens? Oui. Est-ce qu'il y a une étude? Est-ce que, à ma connaissance, physiologique, normal. C'est 70% des adolescents peuvent développer la gynécomastie. Voilà. 70%. 70%. Mais je rassure, la gynécomastie est physiologique, elle va disparaître avec le temps. Elle ne nécessite pas une inquiétude ni de par les parents, ni les adolescents. Est-ce qu'il faut la dépister? Oui. La gynécomastie, Oui. voilà, la mettre à jour. Il faut la dépister, Voilà. il faut aller consulter Voilà. sans alarmer l'adolescent ni les parents. Il faut bien surveiller de loin. Donc si Et ça disparaît... un amas de graisse, les lipos... Alors la lipomastie, c'est le diagnostic différentiel de la gynécomastie. Ce n'est pas le développement de la glande mammaire, c'est les dépôts de cellules graisseuses chez une personne obèse ou avec un BMI élevé. Mais il faut faire la différenciation. Il faut faire la différenciation entre la gynécomastie, cancer du sein, et la lipomastie. Il y a un volet important aussi. La gynécomastie peut apparaître quand il y a consommation de cannabis ou d'héroïne. D'accord. Voilà. Donc, c'est dans ce but que j'ai voulu soulever cette clinique, si on peut dire. Oui. Ça va? Très bien. Ça se passe bien à l'EPH de Porchemnay? Oui, on a fait le dépistage le 16, 17, 18. On a vu près de 500 femmes. C'était une réussite. Et je tiens à féliciter sur les toute 500 l'équipe. femmes? Alors, sur les 500 femmes, il faut du temps. Elles fassent d'abord la mammographie. Après, peut-être que je reviendrai, je vous donnerai les chiffres. Ouais. Cliniquement, on a trouvé 30 cas suspects. Mais le 8 novembre, Inch'Allah, j'aurai les résultats et je vous les parviendrai, Inch'Allah. Ouais. Bravo, la santé publique et la prévention. Merci. Vous voyez, c'est important. Je vous vois, ouais, je vous vois. C'est pour ça. Ouais, vous voyez mes parents. J'encourage toutes les femmes, pas uniquement durant le mois d'octobre, mais toutes les femmes à aller consulter, celles à partir de 40 ans, à faire la mammographie. Moi, ce qui m'a plu dans ces 3 jours, oui, c'est que les femmes, l'hôpital n'est plus un endroit où on va lorsque c'est grave. Pour traiter. Pour traiter, c'est grave. C'est ça qui est important, c'est que l'hôpital est devenu un endroit où on va s'informer, on va se faire examiner. On est sensibilisé, informé et prévenu. Prévenu, c'est pas obligatoire et il faut sortir de cette vision pathologique de l'hôpital. Oui. Très bien. Faites le job, hein, j'ai pas... Je veux dire, vous êtes quand même... Vous n'êtes pas un invité, vous êtes un enfant de la boîte. Donc du coup, c'est très bien. Non, et les moyens d'information, il faut dire aussi que l'information au sujet de ces 3 jours à l'hôpital, ça se fait dans le cadre du monome, mais c'est grâce à une radio régionale de proximité, Boumerdès, qui a diffusé, et c'est vous-même qui l'avez fait, qui a diffusé, venez il y a 3 jours de Je tiens à les remercier aussi. Alors, non, c'est ça qui est important. Moi, je suis comment dirais-je, optimiste médicalement parlant, dans le sens où on arrive petit à petit, mais on y arrive à développer la prévention, à développer la communication avec la population pour sortir de cette volet thérapeutique et pathologique, un truc comme ça. Il faut prendre au début. C'est pour ça que j'ai prévenir voulu... que guérir, on le dit à chaque fois. C'est pour ça que j'ai voulu se parler de la gynécomastie. Il faut s'intéresser au sein, chez l'homme, chez la femme et tous ces éléments-là. Vous êtes... Très bien. Merci. De rien. Vous êtes cancérologue, rappelons-le. Oui. Merci, docteur. Merci. Lamia Mouroubi, merci d'avoir été là. Merci, docteur Fethi Benachnou. Le petit soldat de la santé publique. alors, du coup, restez là parce qu'on va parler encore, on va développer encore une autre thématique ensemble. Juste après, on va parler de la vie dans un hôpital, dans un EPH. On va parler des premiers gestes. Hein? EPH. Elle est dans un EPH. Je suis dans un EPH. Oui, c'est ça, la vie dans un hôpital. Et après, j'ai corrigé en disant la vie d'un EPH. D'un EPH au sens la vie que l'on retrouve dans cet établissement public hospitalier. Alors du coup, ça on y revient dans quelques instants si vous le permettez. Ce sera juste après ce reportage de Fadel Hamdi en parlant du mois d'octobre rose. On s'intéresse à l'association Al-Amel
de Sidi Riles, qui est elle aussi active sur le terrain. Allons-y. Elles sont courageuses, dynamiques et ambitieuses. Nous les avons rencontrées à Sidi Amar, à environ 13 km au sud-est de la ville de Cherchel. Ce groupe de femmes, médecins, psychologues, universitaires, agit au plus près des besoins et contribue à rompre l'isolement qui frappe ces gens qui vivent dans les campagnes. C'est des femmes qui viennent des régions rurales, elles ne savent même pas se déplacer, elles ne savent même pas partir, par exemple, alors la Blida, elle doit faire sa scintigraphie osseuse à Blida, elle va faire son scanner au niveau de Qléa. Pour elle, c'est de l'imagination, parce qu'elle ne connaît pas. Il y a bien se déplace sur la région Taha. Comme vous voyez, dans une région rurale, elle se déplace par exemple sur 3-4 km sur une piste, sur la route nationale. Elle prend le bus pour se retrouver à Sidi Amar. À Sidi Amar, elle prend un autre bus pour se retrouver à Tipaza. À Tipaza, elle doit prendre un autre bus pour aller sur Blida. Et c'est pas facile de trouver un cabinet qui n'est pas accessible. Ces paysages de la commune de Sidi Amar et de Ménasseur, ces femmes les connaissent par cœur. Elles sillonnent ces petites routes par tous les temps et ne comptent plus les kilomètres parcourus. Elles sont là pour écouter, conseiller, soutenir. La pauvreté en milieu rural est une réalité diffuse, invisible mais bien réelle. De temps en temps, on organise des sorties, bien sûr pour faire le constat déjà, l'état des lieux, est-ce que c'est des malades, c'est-à-dire nécessiteux ou là. Donc c'est à partir de ces visites qu'on a quand même un bilan à faire. On a toute une étude à faire sur la patiente, parce que c'est vrai que c'est une association, mais on n'arrive pas à couvrir les besoins des malades. Donc on essaie de sélectionner les femmes qui sont vraiment dans le besoin, vraiment, on les aide, qui marquent sur le plan social, médicaments. Donc là, les visites, ça nous permet de les identifier bien convenablement. On a commencé par les femmes des zones rurales, parce qu'elles sont les plus vulnérables face à cette maladie. Pourquoi? À cause de l'enclavement, à cause de la pauvreté, de l'ignorance. Elles sont loin de toutes les structures médicales. Elles n'ont pas de réseau de connaissances pour avoir des rendez-vous. Elles ne savent rien, elles ne connaissent rien. Et c'est pour ça qu'elles ont décidé d'agir. Surtout au niveau des zones rurales. Bon, même si les femmes des villes aussi, mais surtout on axe sur les femmes rurales. Il a débarqué sans crier gare, a tout bouleversé. Elles se sont vues malades, amputées d'un sein et d'une part de leur féminité. Yamina, Khalti Shrifa, Rezika. 3 femmes témoignent de leur combat féroce face au cancer du sein et de leur reconstruction. صبرت الربي والعمليات ديال الزواج كيف عندي هنايا بلاصه تجي لي غير بلاصه كون بلاصه تجي لي هذه تبرى لي هذه تولي لي هذه كون بلاصه تجي لي هذه تولي لي تبرى لي هذه الجمعيه راهي تعاوني كون شي جمعيه غير كان الواد داني الجمعيه كثر خيرها وكثر خير ربي معها هاي تعاوني تداويني توقفت معايا ما كانش بعدا كيعيط لها في التليفون ما طونجيش السيرفيس سورتو سكانير حق يرفدوا عليا واش كاين يسقسيوني كاش ما خصيت هكذا في الدواء ولا واش روح عندها تعطيني ولا الحق ما حاجه ما عكسوهاليش مني مرضت جامي يرجعوني هكذا عاونوني والله عاونوني ذاك النهار رحت ما كاينش الدواء عطات لي باطه من عند فرنسيان عطات لي بلاكيطه من عندها من البيرو تاعها هذيك السكرتيره قالت لي باش تاخذ Nous avons ici une malade atteinte d'un cancer du sein avec des complications qui vit seule au milieu de nulle part. Elle vit dans l'isolation, dans la précarité. Elle est malade. Elle doit faire 5 km pour aller chercher de l'eau sur un âne. Elle vit dans des conditions insalubres. Cette association est arrivée à forcer le respect de toute la communauté solidaire et active, qui s'attelle à soulager les patientes atteintes du cancer, un mal qui ronge les malades et leurs proches.
Voilà, Frey El Hamdi qui nous parlait donc du travail de la société civile, notamment de cette association El ML à Sidi Riles pour le dépistage du cancer du sein, mais également pour l'accompagnement des personnes atteintes de cancer. Docteur Benachoun toujours avec nous, docteur Lamia Mohoubi toujours avec nous. D'ailleurs, rappelons que vous êtes cancérologue à l'EPH de Borj-Mnaïl. Alors, j'en parlais il y a quelques instants, comment se passe la vie dans un EPH et notamment celui de Borj-Mnaïl? Très bien, je dirais. La vie, comment il la vit? La vie, en termes de moyens, en termes de cas rencontrés. Alors, je le redis encore une fois, pour les moyens, on en dispose. Même des nouvelles thérapeutiques, dès qu'on demande, on les a. Pour les consultations, on en a de plus en plus. Oui. Après notre passage la dernière fois. Donc, pour le mois rose, les consultations, on fait pratiquement durant tout le mois, on fait le dépistage du cancer du sein, hormis les 3 journées qu'on a destinées, le 16, 17 et 18. Wow. Voilà. Ouais. Mais par contre, une chose, les locaux se doivent d'évoluer. J'ai vu la salle de chimiothérapie. Oui, elle est petite. Elle est petite, mais les patients avaient leur traitement. Oui. Je crois qu'il faut... En termes de conditions d'hygiène? Non. Non, exiguïté, vous savez, combien reste une chimiothérapie? Ça dépend, elle peut aller de 30 minutes, 1 heure jusqu'à 6 heures. 6 heures. Dans un lieu, il faut qu'il soit un petit peu agréable, par exemple, la peinture, l'aération, pas beaucoup de bruit. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le nombre de patients, en fait, il était restreint. La structure, elle a pratiquement ouvert en 2011. Mais maintenant, au fil des années... Voilà. On n'a pas prévu qu'il y ait plus de cas de cancer dans le monde? Qu'il y ait plus... Chose qui était annoncée dans les années 90 déjà. Par l'OMS et par de grands chercheurs qui disaient que dans les prochaines années, ce sera l'hécatombe en termes de cas. C'est plutôt, excusez-moi, c'est la décentralisation. Avant, tout le monde partait sur Oui, Alger. ça c'est le côté positif. Voilà, maintenant, ils savent qu'il y a des structures en dehors du centre. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien, de proximité. Ils commencent à consulter et on commence à voir un peu plus de nombre de... Mais il faut penser à Mahrez Rabia, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie. Oui. Il y a une science en médecine qui voit à l'avenir. Par exemple, on sait qu'il y a une explosion, il va y avoir une explosion des cas de diabète, d'hypertension artérielle et le cancer, lui aussi, qui est en train de courir. Et surtout, les cancers. Oui. Et il ne faut pas oublier, on en parlera un jour du cancer de la prostate, du cancer truc. Donc il faut se préparer. Hélas, c'est ça le rôle de la santé, de se préparer, mais aussi agir sur, tel que le préconise l'OMS, sur le mode de vie, sur l'alimentation des gens, sur les perturbateurs hormonaux, sur l'alimentation, le type d'alimentation. Je crois que ce n'est plus, on n'en est plus au stade où mettre en place une commission qui réfléchit à l'horizon de je ne sais quoi. Je crois qu'il y a des domaines où il faut... Le sucre est cancérigène. Ça, c'est établi, le sucre étant cancérigène. Je ne vois pas ce qu'on... Il faut commencer à... Il y a un programme pour ça. C'est le plan national anti-cancer. Oui. Alors, d'une part, agir sur la prévention. La plus grosse partie. Il y a des structures, ce qu'on appelle CAC, centre anti-cancer, qui sont en train d'ouvrir un peu partout. C'est excellent, le plan national anti-cancer. C'est un grand progrès. Ça avance très bien. Mais il ne faut pas oublier un volet important, c'est-à-dire le poids de ce programme, la prévention. La prévention, c'est agir. La prévention, il faut en amont, dans le milieu de vie, le mode de vie, et tout ça. C'est quoi le risque et comment ils peuvent prévenir l'apparition de cette maladie dramatique. Comment, dans le sens où la question de Mahrez, comment agit-on sur le côté psychologique? C'est-à-dire l'accompagnement psychologique. On a des psychologues. On a des psychologues et sur le plan, justement, le programme du plan anti-cancer, il doit y avoir un psychologue dans les structures sanitaires, dans les services d'oncologie. Elles accompagnent, oui, pour la plupart c'est des femmes, dès l'annonce du diagnostic, lors du traitement et puis après c'est les surveillances, consultations. Et l'accompagnement de la gynécomastie chez les jeunes adolescents. Il faut d'abord qu'elle soit diagnostiquée, puis sensibiliser et accompagner. Voilà. Très bien. Et c'est le mois de la sensibilisation. C'est le mois de trucs. Voilà. On a fait une incursion chez l'homme. Ouais, c'est bien ça.
C'est important. Très, très bien. La première fois où on avait parlé du cancer du sein chez l'homme, c'était, je m'en rappelle, alors, la première fois en tant que simple personne, hein, pas en tant que médecin. J'imagine que vous l'étudiez bien avant, mais quant à nous, c'était l'un des premiers à avoir parlé de cela ouvertement et devant les médias, c'était Salim Sahadoun. Oui, c'était Salim Sahadoun qui parlait du cancer du sein chez l'homme. Tout le monde le prenait pour un fou. Et c'est vrai, hein, c'est par méconnaissance. Si on prenait d'ailleurs le cas si on parlait du cancer du sein, il y a quelques années, on n'en parlait pas en radio ni en télévision. Même chez les femmes. C'était quelque chose de méconnu et un peu de gênant pour beaucoup, et il n'y avait pas toutes ces campagnes-là. Aujourd'hui, tout le monde parle du cancer du sein, de la mammographie, de l'autopalpation, et Salim Sahadoun arrive en enchaînant du sida. Salim, salut. Voilà, il enchaîne du sida et puis il parle du cancer du sein chez l'homme. Et je vous dis, les gens l'ont pris pour un fou aussi. Alors que lui... Parce que les gens ne savent pas que... Ne savaient pas que ça existait. Ça existait. Oui, que l'homme avait une glande mammaire. L'homme, c'est l'homme. L'homme, il n'a pas de sein, il n'a pas de glande mammaire. Alors que tout est une histoire d'hormones. Et là, on salue l'ensemble des centres. Vous avez parlé de l'EPH de Borj-Mnayel, on pourrait parler de l'ensemble des EPH existants dans le pays, mais on salue aussi le travail fait par le secteur privé, aussi, qui est un travail très important, parce qu'il ne peut y avoir de prise en charge complète et qui est satisfaisante pour l'ensemble des patients, parce que ça reste des patients, des personnes qui le plus souvent sont dans la détresse, sans le travail commun entre le secteur public et privé. Il y a le centre de Sidi Abdallah de cancérologie, vous avez le centre de Tizi Ouzou, et puis on a un qui vient d'ouvrir un centre de cancérologie à Tizi Ouzou. On leur souhaite bonne chance. Merci. Il y a une chose qu'ils font de bien. Public, cette fois-ci public. Ouais. C'est qu'au point de vue pécunier, c'est-à-dire les dépenses, ça coûte cher. Je crois que certains centres privés font un gros effort de diminuer la facture. Très bien, merci beaucoup. Merci Dr Benachou, merci Dr Mouhoubi. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission aujourd'hui. À demain matin.